Abordons précisément l'analyse en composantes principales, en commençant par la définir, chercher à accéder à son intelligence avant de la mettre en pratique à l'aide du logiciel SPSS. Enfin, nous estimerons un modèle de régression dans lequel seront incluses des composantes principales qu'on aura fini d'orthogonaliser. Puisque l'analyse en composantes principales repose sur toute la variance dans les données, elle est particulièrement appropriée lorsqu'il s'agit de résumer, condenser l'information contenue dans un grand nombre de variables à un nombre restreint de composantes principales. Aussi est-elle appelée technique des sociologues, puisqu'on cherche tout simplement à résumer des données et surtout à orthogonaliser des variables, des prédicteurs, de façon à pouvoir les inclure dans un modèle de régression et ainsi réduire la multicollinéarité. Les dimensions qui sont extraites par l'analyse en composantes principales sont des composantes principales, soit des combinaisons linéaires des différentes variables observées. Combinaison linéaire dont la variance est maximale. Qu'est-ce que cela signifie? Pour ce faire, on va s'intéresser à cet exemple d'une corrélation parfaite entre les variables x et y. Corrélation représentée ici par un diagramme de dispersion. Donc vous avez le nuage de points. Alors, posons-nous la question de savoir quelle est la direction suivant laquelle le nuage de points s'étire au maximum. Eh bien, c'est cette direction que vous avez devant vous, et cette direction est appelée composante principale. Autrement dit, c'est la direction selon laquelle la variance des points projetés sur la droite est maximale. Eh bien, c'est ce qu'on appelle composante principale. Cette direction n'est rien d'autre que la droite de régression. Autrement dit, c'est la droite dont la somme des erreurs de prédiction est la moindre possible. C'est un modèle de régression que vous avez devant vous. Et cette droite de régression est carrément appelée composante principale. Et la composante principale réfère à une variable dont les scores sont tout simplement les scores prédits à l'aide de cette droite de régression. Et donc, on voit bien ici que cette composante principale ou droite de régression intègre à elle seule toute l'information contenue dans les deux variables x, y. Autrement dit, toute la variance dans les données est captée, représentée par cette composante principale ou cette droite de régression. Qu'en est-il de cet exemple d'une relation forte entre les variables x et y? Posons-nous la question de savoir quelle est la direction suivant laquelle le nuage de points s'étire au maximum. Eh bien, c'est cette direction que vous avez devant vous, qui représente la composante principale 1. Précisément, c'est la direction selon laquelle la variance des points projetés sur cette composante est maximale. Cette composante principale n'est rien d'autre qu'une droite de régression qui va chercher le plus de variance possible dans les données. Alors, question maintenant, est-ce qu'ici la composante principale 1 intègre toute la variance contenue dans les données de ces variables x, y? Réponse, certainement non. Donc clairement ici, la composante principale 1, ou cette droite de régression, n'intègre pas toute l'information contenue dans les données. Autrement dit, elle n'exploite pas 100% de la variance. Alors il faut donc aller à la recherche d'une deuxième composante principale qui va extraire une autre partie de la variance considérée ici. Pour ce faire, posons-nous la question de savoir
quelle est la direction perpendiculaire orthogonale à la composante principale, direction selon laquelle le nuage de points s'étire au maximum. Eh bien, cette direction, on l'a ici. Donc, c'est la direction dont effectivement la variance des points projetés est maximale. Eh bien, cette direction est appelée tout simplement composante principale 2. Autrement dit, la direction perpendiculaire à la direction de la composante principale, direction dont la variance des points projetés, autrement dit score prédit, est maximale. Vous obtenez ce qu'on appelle la composante principale 2 qui va aller chercher la variance restante. Et voilà, nous obtenons par conséquent deux composantes principales qui correspondent à deux droites de régression qui orthogonalisent ainsi les variables x, y. Voilà ce qu'on entend par orthogonaliser des variables. C'est qu'effectivement, on va à la recherche des composantes principales qui extraient le plus de variance possible. En l'occurrence ici, les deux composantes principales extraient toute la variance contenue dans les données. Étant entendu que vous aurez autant de composantes principales que de variables. Ici, on a deux variables x, y, et bien certainement, on aura deux composantes principales qui vont représenter fidèlement, intégrer toute la variance dans les données. Que se passe-t-il maintenant lorsqu'on travaille plutôt avec trois variables qui sont intercorrélées? L'exemple est donné ici de ce diagramme de dispersion à trois dimensions, puisqu'ici vous avez trois variables x, y, z. La question reste la même. Quelle est la direction suivant laquelle le nuage de points s'étire au maximum? Eh bien, on a cette direction. Autrement dit, c'est la direction selon laquelle la variance des points projetés sur cette droite est maximale. C'est ce qu'on appelle composante principale 1. Ce qui est intéressant, c'est que cette composante principale 1 correspond à une variable dont les scores ne sont rien d'autre que les scores prédits à l'aide de cette droite de régression qui représente en même temps la composante principale 1. Mais clairement ici, cette composante principale n'extrait pas toute la variance dans les données et qu'il serait intéressant d'aller chercher d'autres composantes principales qui vont extraire le restant de la variance. En l'occurrence, posons-nous la question de savoir quelle est la direction suivant laquelle le nuage de points s'étire au maximum, direction qui est perpendiculaire à celle de la composante principale 1. Eh bien, on a cette direction qui, effectivement, réfère à la composante principale 2. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que cette composante principale 2, encore une fois, réfère à une variable dont les scores sont tout simplement les scores prédits, projetés sur la droite de régression ou la composante principale 2. De telle sorte que les deux composantes forment ce qu'on appelle un plan de régression. Vous connaissez déjà ce concept des statistiques, on en avait parlé lorsque nous abordions la régression linéaire multiple. C'est qu'effectivement, lorsqu'on part à la recherche du modèle linéaire qui s'ajuste le mieux aux données de trois variables quantitatives, eh bien, on utilise ce qu'on appelle le plan de régression. Donc ici, les deux composantes forment ce plan de régression qui minimise le plus finalement la somme des erreurs de prédiction. De telle sorte que ce plan de régression représente les données initiales en deux dimensions avec le moins de pertes d'informations possible. L'idée est d'aller à la recherche d'un nombre restreint de composantes principales qui extrait le plus de variance possible tout en acceptant une perte minimale d'informations. Étant entendu qu'ici, encore une fois, les deux composantes principales ne suffisent pas pour extraire toute la variance
dans les données, puisqu'on a ici 3 variables, on peut vouloir chercher cette troisième composante principale. Pour ce faire, on se pose toujours la même question. Quelle est la direction suivant laquelle le nuage de points s'étire au maximum? Direction qui est perpendiculaire, orthogonale à celle des deux composantes principales. Eh bien, voilà cette direction qui est ici appelée composante principale 3. Et donc, avec 3 variables observées, eh bien, les 3 composantes principales intègrent toute l'information contenue dans les données. Ce qui est intéressant ici, c'est que l'analyse en composantes principales autorise une représentation graphique synthétique de l'information contenue ici dans les 3 variables. De telle sorte que les directions ici symbolisant les composantes principales sont appelées vecteurs propres. Donc les vecteurs propres réfèrent tout simplement aux directions des composantes principales. Étant entendu que la longueur de chaque direction, de chaque droite de régression, de chaque composante est appelée valeur propre. Donc la valeur propre symbolise la variance des points projetés sur chacune des composantes principales. On peut facilement deviner l'intérêt des valeurs propres lorsqu'il s'agit effectivement d'informer sur les variances expliquées par les dimensions. Précisément, plus la valeur propre d'une dimension est importante, et bien plus cette dimension va extraire une variance importante. Ben voilà les termes techniques qu'il faut retenir dans le cadre d'analyse en composantes principales, vecteurs propres et valeurs propres. Il peut être difficile d'interpréter aisément la solution obtenue. L'exemple est donné de cette solution qui présente ici 2 composantes principales. Alors on a la composante principale 1 et la composante principale 2. Les points ici sont appelés des points factoriels, chaque point représentant une variable. Ici, on a un lot de 4 variables et ici, un autre lot de 4 variables. Difficile de savoir ici sur quelle composante principale sature chacune des 8 variables. Autrement dit, est-ce que ces variables saturent sur la composante principale 1 ou sur la composante principale 2? De même, est-ce que ces variables saturent plus sur la composante principale 2 ou sur la composante principale 1? Et donc, très difficile effectivement d'interpréter ici la solution obtenue. Pour mieux interpréter cette solution, eh bien, on fait de la rotation. Autrement dit, on va tourner les axes des 2 composantes dans le sens des aiguilles d'une montre. On va y aller. Donc, on va tourner, autrement dit, faire pivoter les 2 axes dans le sens des aiguilles d'une montre de façon à mieux répartir les poids des variables sur ces composantes. Ainsi, clairement, on peut mieux interpréter la solution. On voit bien que ces 4 variables saturent plus sur la composante 1, alors que ces 4 autres variables saturent plus sur la composante 2. Voilà ce qu'on appelle orthogonaliser. Ici, nous venons d'orthogonaliser les 2 composantes de façon effectivement à maximiser le poids de chaque variable sur une composante en particulier et à minimiser son poids sur l'autre composante. Orthogonaliser signifie simplement rendre indépendantes des composantes. Donc ici, on voit bien que les 2 composantes sont toujours indépendantes, ce qu'on appelle orthogonaliser. Dans certaines situations, une autre solution de rotation est plutôt appropriée. En l'occurrence, vous avez cette situation où effectivement les 8 variables vont un peu dans le même sens, mais toujours difficile de savoir lesquelles saturent sur la composante 1 ou la composante 2. Alors, pour mieux effectivement interpréter la solution ici, il faut faire une rotation. Mais clairement ici, une rotation orthogonale n'est pas appropriée parce qu'elle n'aiderait pas à résoudre la difficulté. On utilise ce qu'on appelle une rotation oblique
Autrement dit, on fait la rotation dans le sens des aiguilles d'une montre, tout en faisant de telle sorte que les deux composantes aillent plus ou moins dans le même sens. Voilà ce qu'on appelle une rotation oblique. Ici, en particulier, la rotation oblique semble plus appropriée. Se pose alors la question de savoir quelle méthode de rotation choisir. Évidemment, lorsqu'on veut inclure dans un modèle de régression des prédicteurs qui sont indépendants et qu'on veut réduire la multicollinarité, on a intérêt effectivement à orthogonaliser les dimensions de façon à pouvoir les inclure dans le modèle de régression et résoudre ainsi le problème de multicollinarité. Par contre, lorsqu'on construit une échelle de mesure, un instrument de mesure, on a peut-être plutôt intérêt à opter pour une rotation oblique parce que souvent les dimensions d'une échelle sont corrélées entre elles. Donc, dépendamment de l'objectif qui est poursuivi, eh bien, on utilise telle méthode de rotation plutôt que telle autre méthode de rotation, étant entendu que la littérature peut aider aussi à faire des choix. Ben voilà, vous venez d'accéder à l'intelligence même de l'analyse en composantes principales, qui consiste simplement à aller à la recherche du nombre optimal de composantes principales qui explique le plus de variance possible dans les données, de façon par la suite à appliquer une méthode de rotation qui permet de mieux interpréter la solution obtenue. Alors pour mettre en pratique tout cela, on va s'intéresser à un problème de recherche qui porte sur 6 mesures en lien avec des problèmes externalisés. Ici, l'unité d'analyse réfère à des enfants québécois âgés de 6 à 11 ans, l'échantillon étant constitué de 745 cas. Alors vous avez devant vous les 6 variables. La variable 1 crie, c'est-à-dire crie beaucoup. 2 fait des crises de colère. 3 agresse physiquement les gens. 3 est impliqué dans des activités illégales. 4 est impliqué dans des activités illégales. 5 vole à d'autres endroits qu'à la maison. 6 détruit les biens des autres. On a ici donc 6 variables mesurées selon l'échelle de type Likert, autrement dit de 0 à 2. Donc ici, on s'intéresse essentiellement à ces 6 variables dont on veut effectivement réduire les données. La première étape consiste à spécifier le caractère exploratoire ou confirmatoire. Donc ici, on s'inscrit clairement dans une perspective exploratoire, en l'absence de toute référence théorique ou d'a priori théorique. La question de recherche consiste à rechercher puis interpréter les composantes principales qui résument mieux l'information contenue dans les 6 variables. Ensuite, les variables ici étant ordinales, on peut les conceptualiser comme relevant de variables continues et donc utiliser l'analyse en composantes principales. Le nombre de variables, ici on se retrouve avec 6 variables, c'est amplement suffisant pour pouvoir utiliser une telle analyse. Donc ça prend minimalement 3 variables en général. Et finalement, la taille de l'échantillon ici nous paraît assez importante pour utiliser l'analyse en composantes principales. Nous dépassons largement le ratio de 10 cas par variable. Donc ici, on aurait 10 fois 6, 60 cas. Et par conséquent, on est prêt à passer à l'analyse de façon à réduire les données et générer les composantes principales qui permettent d'extraire le plus de variance possible. Pour ce faire, vous avez devant vous la matrice de corrélation entre les 6 variables. En l'occurrence, qu'est-ce qu'on observe à la lecture de la matrice de corrélation? On observe qu'il y a un premier groupe de variables qui se distinguent, autrement dit des variables qui sont fortement corrélées entre elles. En l'occurrence, les enfants qui crient ont tendance à faire des crises de colère, donc la corrélation est de 0,64, ce qui est comme élevé. Ils ont aussi tendance à agresser, donc corrélation de 0,44, mais aussi les enfants qui sont en colère ont tendance à agresser également, la corrélation étant de 0,47. Donc on voit bien qu'il y a un groupe de 3 variables qui se démarquent, autrement dit,
trois variables qui sont fortement corrélées entre elles. Ça, c'est d'une part. D'autre part, on voit apparaître un autre groupe de variables dont les corrélations sont moins importantes. Les enfants qui font des choses illégales ont tendance aussi à faire du vol, la corrélation étant de 0,28, mais aussi ont tendance à détruire des biens, avec une corrélation de 0,22. Et les enfants qui détruisent des biens ont tendance également à faire du vol, avec une corrélation de 0,26. Et par conséquent, on voit ici se démarquer un autre groupe, de telle sorte que le premier groupe forme une composante principale 1, autrement dit la composante principale qui va extraire le plus de variance possible. Pourquoi? Parce que ces trois variables sont très fortement corrélées, et une deuxième composante principale qui va extraire moins de variance. Pourquoi? Parce qu'effectivement les corrélations sont moins fortes. Alors ce qui est intéressant, c'est que l'analyse en composante principale va aider à résumer la matrice de corrélation que vous avez devant vous, de façon à obtenir un nombre restreint de composantes linéaires. En l'occurrence, on a l'impression qu'on a ici un groupe d'enfants agressifs d'une part et un autre groupe d'enfants délinquants, mais comme les apparences peuvent être trompeuses, il nous faut certainement appliquer l'analyse en composante principale pour s'assurer que ces deux groupes sont bien présents dans les données. En l'occurrence ici, on voit bien que la diagonale de la matrice de corrélation intègre des variances standardisées. Et bien c'est ainsi que ça doit être, puisqu'on en a déjà parlé. L'analyse en composante principale décompose, analyse toute la variance contenue dans les variables observées. Et on peut voir cela à travers la diagonale qui représente ici les variances standardisées, soit 1. Allons-y, analysons cette matrice de corrélation à l'aide d'SPSS, de façon d'abord à vérifier nos postulats. En l'occurrence, l'analyse de la matrice de corrélation indique la présence de quelques corrélations substantielles, même si d'autres corrélations sont assez faibles, en tout cas inférieures à 0,30, mais somme toute, si on analyse l'indice Cameo, eh bien on se rend compte effectivement que les corrélations sont de bonne qualité, puisque l'indice est de 0,75, qui est largement supérieur à 0,70. Donc ici, effectivement, les corrélations entre les 6 variables sont de bonne qualité, du moins dans l'ensemble. Et surtout, ces corrélations sont statistiquement différentes de 0. C'est ce que effectivement montre le test de sphérécité de Bartlett, ici, qui est significatif. Et par conséquent, les corrélations ne sont pas toutes égales à 0. Et donc, on peut avoir confiance en la validité de la solution obtenue avec SPSS, de telle sorte qu'on peut déterminer le nombre de composantes optimales en fonction d'un critère statistique important, la valeur propre 1. Donc il faut effectivement que chacune des composantes présente au moins une valeur propre de 1. Alors vous avez devant vous cette sortie SPSS qui présente la variance expliquée par les différentes composantes. En l'occurrence ici, on a les 6 composantes 1, 2, 3, 4, 5, 6, puisqu'on a 6 variables. Et par conséquent, on a autant de composantes principales que de variables. Et donc, pour chaque composante principale, vous avez une valeur propre. Par exemple, pour la composante principale 1, la valeur propre est de 2,55. Composante principale 2, la valeur propre est de 1,02. Composante principale 3, la valeur propre est de 0,78. Et donc, si on applique le critère de 1 comme étant une valeur propre minimale, eh bien, on retiendrait 2 comme étant le nombre optimal de composantes principales, puisque toutes les autres composantes principales ont comme valeur propre moins de 1. Justement, le logiciel nous considère qu'effectivement, la solution à 2 composantes principales est la solution optimale, après avoir bien sûr appliqué le seuil de 1 pour ce qui est de la valeur propre.
Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on peut connaître précisément la variance expliquée par chacune des composantes principales. En l'occurrence, la composante principale 1 va aller chercher 42,54% de la variance dans les données. Évidemment, si vous prenez la valeur propre 2,55 divisé par le nombre total de variables ou le nombre total de composantes, si vous voulez, 6, vous obtenez 42,5. De même, la composante principale 2 va aller chercher 17% de la variance dans les données. Prenez sa valeur propre, la composante principale 2, 1,02, divisé par le nombre total de variables ou de composantes, 6, vous obtenez 17,0%. Étant entendu que les deux composantes principales vont aller chercher ensemble 59,5% de la variance dans les données des 6 variables analysées ici. Voilà l'intérêt des valeurs propres, c'est qu'effectivement, elles permettent d'avoir une idée sur les variances expliquées par les deux composantes principales retenues ici. Étant entendu que si vous faites la somme de toutes les valeurs propres, vous retrouvez 6, soit le nombre de composantes ou de variables. Mais on s'intéresse seulement en particulier aux deux composantes principales, puisque à elles seules, ces deux composantes principales vont aller chercher 59,5% de la variance dans les données. Et donc on accepte de perdre toute cette information, autrement dit toute cette variance expliquée par les autres composantes principales. Ce qui est intéressant avec les valeurs propres, c'est qu'on peut les représenter visuellement en lien avec les composantes principales, de façon à obtenir ce qu'on appelle le tracé d'effondrement ou la courbe des valeurs propres. Alors sur l'axe horizontal, vous avez les 6 composantes principales. Donc 1, c'est la composante principale 1, composante principale 2, 3, 4, 5 et 6. Et sur l'axe vertical, vous avez les valeurs propres qui sont associées aux composantes principales. Étant entendu bien sûr que cette composante principale 1 va extraire, expliquer le plus de variance possible. La composante principale 2, un peu moins de variance, 3, encore et encore. De telle sorte que on peut déterminer le nombre optimal de dimensions lorsqu'on arrive à identifier le point de rupture. Donc ici, le point de rupture se situe ici, autrement dit le coude de Cattell, on l'a ici. C'est à partir d'ici que la courbe change abruptement de direction. Et bien c'est le signe effectivement que le nombre optimal de composantes principales est 2. Mais voilà, nous venons de confirmer qu'effectivement le nombre optimal de composantes principales est de 2. On peut ainsi interpréter nos deux composantes principales. Alors vous avez devant vous la matrice des composantes. En l'occurrence, les entrées de cette matrice correspondent à des coefficients de saturation, aux coefficients de charge, si vous préférez. De telle sorte qu'ici, vous avez les coefficients de saturation de la composante 1, les coefficients de saturation de la composante 2, pour chacune des 6 variables observées. Alors, observons attentivement les coefficients de saturation. D'abord, on observe que colère sature de 0,78 sur la dimension 1, mais moins 0,40 sur la dimension 2. Cli sature de 0,76 sur la dimension 1, mais moins 42,5 sur la dimension 2. Destruction sature de 0,541 sur la composante principale 1 et 0,34 sur la composante principale 2. Illégal sature de 0,495 sur la composante principale 1 et de 0,58 sur la composante principale 2. Qu'est-ce qu'on observe? Bien, on observe que certains coefficients de saturation sont négatifs, ce qui est problématique parce que difficile à interpréter. 2. Certaines variables, en tout cas vol, destruction illégale, saturent autant sur la première composante que sur la deuxième composante. Et donc pour ces deux raisons, il va falloir trouver une solution de façon à maximiser les poids de certaines variables sur une composante et les poids d'autres variables sur d'autres composantes. Et ça prend ce qu'on appelle la rotation. Et bien justement, j'ai appliqué la rotation Varimax
de façon à orthogonaliser les composantes principales et j'obtiens cette matrice des composantes, c'est-à-dire après rotation. Alors clairement ici, on obtient une solution plus facile à interpréter. Colère sature sur la composante 1 avec un coefficient de saturation de 0,86 comparativement au coefficient sur la composante 1 qui est de 0,14. Cli sature sur la composante 1, 0,86 comparativement à 0,11 pour la composante 2. Agresse 0,66 sur la composante 1 comparativement à la composante 3, 0,33. Et donc, clairement ici, ces trois variables, colère, cli, agresse, sature sur la composante principale 1. Rappelez-vous, c'était les trois variables les plus corrélées. Et on avait effectivement entrevu la possibilité que ces trois variables forment la première composante principale. Et bien, c'est réellement ce qu'on observe ici. Alors, de notre côté, on a illégal qui sature mieux sur la composante principale 2 avec 0,76 comparativement à 0,06 pour la composante principale 1. Vol sature mieux sur la composante principale 2 avec 0,69 comparativement à 0,17. Destruction sature mieux sur la composante principale 2, 0,60 comparativement à 0,22. Et donc clairement ici aussi, on voit apparaître ce groupe de variables illégal, vol, destruction qui sature mieux sur la composante principale 2. Étant entendu qu'ici, les coefficients semblent bien discriminer les variables entre les deux composantes principales, puisque les coefficients les plus importants sont supérieurs ou égaux à 0,40, qui est un critère psychométrique utilisé dans la littérature, entre autres. Mais voilà, nous venons d'interpréter les composantes de la matrice. Ce qui est intéressant, c'est qu'il est possible de se servir de ces coefficients de saturation pour représenter visuellement les deux composantes principales en lien avec nos 6 variables observées. Voilà comment se présente la carte des composantes. Alors ici, vous avez la composante principale 1, donc c'est l'axe horizontal, et la composante principale 2, l'axe vertical. Et donc clairement, on voit bien que les variables agresse, colère et cli saturent mieux sur la composante principale 1, alors que les variables illégales, vol, destruction saturent davantage sur la composante principale 2. Étant entendu que on voit bien apparaître les enfants agressifs d'un côté et les enfants délinquants de l'autre côté. Alors ici, chaque point représente une variable observée. Et chaque variable observée comporte deux coordonnées. Autrement dit, deux coefficients de saturation. Par exemple, pour illégal, nous avons un coefficient autour de 0,06 pour ce qui est de la composante principale 1. Et pour la composante principale 2, nous avons un coefficient autour de 0,7576. Donc voilà comment on interprète les points. On les appelle d'ailleurs des points factoriels, chaque point représentant une variable observée. Donc plus les variables se rapprochent d'une dimension, plus ces variables sont corrélées à cette dimension. Par exemple, ces variables saturent mieux avec cette composante, autrement dit, sont plus corrélées avec cette composante, et ces variables sont plus corrélées avec cette composante. Mais voilà ce qu'on appelle la carte des composantes, qui permet ainsi de représenter visuellement les données ainsi réduites sous forme de dimensions. Reste maintenant à revenir sur ce que sont les valeurs propres, du moins techniquement parlant. Alors, on va s'intéresser ici à la matrice des composantes avant rotation. Voilà ce que nous avions comme coefficient de saturation ou loading. Alors, pour la composante principale 1, prenez les loadings, élevez-les au carré, calculez la somme des loadings au carré, vous obtenez 2,55, soit la valeur propre de la composante principale 1. On fait de même pour la composante principale 2. Prenez chacun des loadings, élevez au carré et calculez la somme des loadings au carré, vous obtenez 1,02, soit la valeur propre 1,02 de la composante principale 2.
Et donc, techniquement parlant, une valeur propre d'une dimension n'est rien d'autre que la somme des coefficients de saturation au carré de cette dimension. Faisons de même pour la matrice de corrélation, mais après rotation. Donc, élevons au carré les coefficients de saturation de la dimension 1. On calcule la somme, on obtient 2.014, soit la valeur propre de la composante 1 après rotation. Évidemment, après rotation, les valeurs vont être réparties différemment. De même, calculons la somme des coefficients de saturation au carré de la composante 2. On retrouve 1.559, soit la valeur propre de la composante principale 2 après rotation. Et donc, encore une fois, techniquement parlant, les valeurs propres ne sont rien d'autre que la somme des coefficients de saturation au carré pour chacune des composantes principales. C'est pourquoi d'ailleurs on parle ici de somme extraite du carré des chargements. Chargement signifie tout simplement coefficient de charge ou coefficient de saturation. Donc très important de savoir ce que sont les valeurs propres au-delà de leur intérêt lorsqu'il s'agit effectivement d'avoir une idée sur la variance expliquée par chacune des composantes principales. Qu'en est-il maintenant des variances extraites par les composantes principales? En l'occurrence, ici, vous avez la variance initiale dans les données, qui est représentée ici sur ce tableau intitulé qualité de représentation, donc de représentation des données. Et donc 1, c'est toute la variance de CRI, 1, toute la variance de colère, toute la variance d'agresse, toute la variance d'illégal, toute la variance de vol, toute la variance de destruction. Parce qu'effectivement, l'analyse en composante principale, on l'a déjà vu, considère toute la variance dans les données. C'est pourquoi on a ici des variances standardisées 1. Alors à côté, vous avez des variances extraites, donc extraction, des variances extraites. Précisément, les deux composantes principales de la solution retenue vont expliquer 76% de la variance de CRI. Bien, ce qui signifie qu'il reste 24% de la variance de CRI qui n'est pas expliquée par les deux composantes principales. Eh bien, les 24% restants, c'est expliqué tout naturellement par les 4 autres composantes principales restantes, c'est-à-dire qui n'ont pas été retenues par la solution finale. De telle sorte que si vous prenez la variance extraite 0.76 plus la variance non extraite par les deux dimensions, vous retrouvez la totalité de la variance, soit 1. De même, la solution à deux composantes principales va extraire 77% de la variance de colère, 55% de la variance d'agresse, 58% de la variance d'illégal, 51% de la variance de vol et 41% de la variance de destruction. Mais à chaque fois, il reste une variance qui est expliquée par les autres composantes non retenues par la solution finale. Mais voilà ce qu'on appelle les variances extraites, dénommées techniquement parlant des communalités ou communautés. Étant entendu que précisément en analyse en composantes principales, les communalités sont égales à 1 lorsqu'on considère la variance extraite par les deux composantes principales et la variance expliquée par les autres composantes pour chacune des variables observées. Ce qui est intéressant est que si vous élevez au carré encore une fois les coefficients de saturation des deux composantes principales et que pour chaque variable observée vous additionnez les coefficients de saturation au carré, vous obtenez les variances extraites. Nous en sommes à la façon de présenter les résultats et de les interpréter de façon sommaire. Vous avez devant vous une façon de présenter les résultats de l'analyse en composantes principales. Donc ici, les entrées correspondent à des coefficients de saturation, en tout cas pour ce qui est de la composante 1 agressivité et de la composante 2 délinquance, étant entendu que la valeur propre de la composante principale 1 est de 2.014. Si vous prenez 2.014 divisé par le nombre total de variables ou de composantes 6, vous obtenez 42.5, soit la proportion de variance expliquée par
la dimension agressivité. De même, pour ce qui est de délinquance, vous avez une valeur propre de 1.56. Prenez 1.56 divisé par 6, le nombre total de variables ou de dimensions. Vous obtenez le pourcentage de variance expliqué par la composante délinquance, soit 17%. Vous cumulez les deux variances, vous obtenez la proportion de variance extraite ou expliquée par les deux composantes principales de la solution finale, soit 60%. Si vous élevez au carré chacune des coefficients de saturation et que vous les additionnez, vous obtenez les communalités, soit les variances extraites par les deux composantes principales de la solution finale. Voilà une façon de présenter les résultats et de bien les comprendre, étant entendu que vous avez ici une façon de les interpréter statistiquement parlant. Autant en régression linéaire, il est possible de prédire les scores des individus, autant il est possible en analyse en composante principale de prédire les scores composites des individus de l'échantillon, puisque l'analyse en composante principale est une forme tout simplement de régression linéaire. On l'a vu lorsque nous cherchions à générer les composantes principales, de cette sorte qu'on peut reconstituer l'équation de régression pour chacune des composantes principales. Par exemple, pour la composante principale agressivité, on aura le coefficient de saturation plus le coefficient de saturation de CRI, plus le coefficient de saturation en agresse, le coefficient de saturation en illégal, le coefficient de saturation en vol, le coefficient de saturation en destruction. De même, pour ce qui est de l'équation de la délinquance, on aura le coefficient de saturation 0.14 en colère, 0.11 CRI, 0.33 agresse, 0.76 illégal, 0.69 vol, 0.60 destruction. Ainsi, on peut prédire un score d'un cas connaissant ses scores réels sur ces 6 variables. En l'occurrence, on va s'intéresser au cas enfant, au numéro 101 361, qui a 2 comme score observé sur l'échelle de colère, cri et agresse, mais 0 sur les échelles de vol, illégal et destruction. Eh bien, on a juste à remplacer les variables par leurs valeurs respectives. Donc, colère, c'est 2 comme score, cri, c'est 2, agresse, c'est 2, illégal, c'est 0 comme score, 0 vol, 0 destruction. Si on additionne tous ces résultats, on obtient 4.76. On fait de même avec délinquance et on obtient 1.16. Ces scores composites informent sur le degré d'agressivité et de délinquance du cas en question ici. Et donc, nous venons d'obtenir des scores composites. Clairement, ici, ce cas est plutôt agressif, puisque son score sur l'échelle d'agressivité prédite est de 4.76, comparativement à son score sur l'échelle de délinquance prédite qui est de 1.16. Et ça se comprend, puisque ce cas est un cas qui est vraiment en colère, qui crie, qui agresse, mais qui ne commet pas de vol, qui ne fait pas d'activité illégale, ni de destruction de biens. Et donc, c'est un cas qui est plutôt agressif. Alors, sauf que les scores composites peuvent être difficiles à interpréter, en particulier, ils sont très sensibles à l'échelle des scores des variables observées. Une façon effectivement de les rendre comparables, c'est de les standardiser de façon à mieux faciliter leur interprétation. Eh bien, on peut standardiser effectivement les scores composites, en particulier avec la méthode de régression dans SPSS. C'est ce que j'ai fait, et ensuite j'ai sorti les scores factoriels pour chacun des cas, bien sûr, puisque on vient de le faire, puisqu'on a sorti les scores factoriels pour ce cas, de telle sorte que les composantes agressivité et délinquance deviennent de nouvelles variables avec leurs scores composites standardisés, étant entendu qu'on peut déterminer comment chaque individu sature sur une dimension précisément. Je sauvegarde les deux composantes et je sors les statistiques descriptives. En particulier, la composante principale 1, agressivité, le score varie de -2 à 2.42. Et comme ce sont des scores standardisés, eh bien, la moyenne sera égale à 0 et l'écart type 1.
La composante principale 2, le score minimal moins 1.02, maximal 6.42, mais encore une fois, la moyenne va donner 0 et l'écart type 1. Mais voilà, nous venons effectivement d'obtenir des scores composites à partir desquels on peut sortir les statistiques des variables composites auxquelles ils réfèrent. Étant entendu que si vous corrélez les deux variables composites, vous obtenez 0. Pourquoi on obtient 0? Eh bien, on obtient 0 parce qu'effectivement, on a fini d'orthogonaliser les deux composantes à l'aide en particulier de la méthode de rotation Varimax. On a fini d'orthogonaliser les composantes 1 et 2, autrement dit agressivité et délinquance. Il est possible de les inclure comme prédicteurs dans un modèle de régression de façon à prédire le résultat au test de vocabulaire, étant entendu qu'on peut prédire pour le revenu familial. Ce que j'ai fait ici, j'ai estimé un modèle de régression hiérarchique. Alors, première étape, j'inclus seulement les deux composantes, 1 et 2. On voit bien ici que leur effet sur le test de vocabulaire est négatif et ça s'avère statistiquement significatif, au moins à 99,9%. Et donc ici, on voit bien que être agressif diminue le score du test de vocabulaire de moins 1,6. De même, être délinquant diminue le score du test de vocabulaire de moins 1,34. Et ça a du sens. Autrement dit, les enfants qui sont délinquants et agressifs ont tendance à moins performer et probablement à moins se concentrer sur leur apprentissage. Que se passe-t-il maintenant lorsqu'on contrôle pour le revenu? Eh bien, ça ne change pas véritablement puisque les effets des deux composantes restent significatifs, même si ça diminue fortement. On voit bien que les bêtas passent de moins 12 à moins 0,8 et de moins 10 à moins 0,08. C'est le signe que le revenu joue un rôle important dans l'explication de la variance du test de vocabulaire. Mais voilà une façon de mener une régression sur composante principale.